Nous sommes en guerre. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Nous sommes en guerre. Les conditions posées pour leur réouverture ne sont hélas pas réunies. Il s'agit principalement des cinémas, des théâtres, des salles de spectacle, des musées. C'était la dernière séance et le rideau sur l'écran est tombé. Nous sommes en guerre. La photo sur le mot. Voir si c'est la dernière séance ou si ça va recommencer un de ces jours, hein, mesdames et messieurs. Hein. Parce que pour le moment, depuis un an, à part une petite interruption de quelques semaines, les théâtres, les cinémas, ne parlons pas des restaurants et des bars, on en a déjà beaucoup parlé, mais les lieux de culture, eh ben, quand j'entends la culture, disait un leader nazi, je sors mon revolver. Quand j'entends la culture, disent les princes qui nous gouvernent, eh bien, je tire le rideau. Est-ce que c'est vraiment la solution idéale, alors que la culture, c'est l'ADN de l'Occident en général, du monde en général et de la France en particulier? On peut se poser la question, vraiment. On va en parler. On va aussi parler d'une histoire extraordinaire. Comment, justement, une cohorte d'artistes, de comédiens, etc., décide de faire revivre la culture tout de suite, ici et maintenant. Et puis on va parler d'une histoire incroyable, une histoire atroce, l'histoire de Jeffrey Epstein, pédophile, industriel, sexe, mensonge et vidéo dans l'Amérique. Jean-Gabriel Frédé a fait une enquête remarquable là-dessus, l'île de tous les vices, et comment ça se passe dans les affres et dans le ventre de la bête du Deep State. On en parle aussi. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Oui, dans tous nos états, évidemment, et on va parler de cette culture. D'ailleurs, vous savez, de 13 à 14 heures, on va recevoir avec Céline Alonso, on va parler de la francophonie dans la culture dans tous ces états, mais elle est déjà dans tous ces états, la culture, parce qu'en ce moment, la culture, lieu de culture, ça va très mal, très mal. Pourquoi? On en parle tout de suite. Sud Radio, Berkov dans tous ses états, le fait du jour. Eh bien, cette chanson, cette scène extraordinaire, on l'a vu sur tous les réseaux sociaux, c'était jeudi dernier, Gare du Nord. Il y a eu ce qu'on appelle un flash mob. Par les réseaux sociaux, les gens sont venus, des artistes, des comédiens, des musiciens, puis les gens qui étaient là et qui ont dansé et qui ont chanté en pleine Gare du Nord en disant ça va, on a envie de danser, ça suffit, ça suffit d'être enfermé et d'être confiné comme on est confiné. Retrouvons la danse, retrouvons la vie et eh bien, c'est très intéressant parce que les personnes qui ont organisé ça font partie d'une association qui depuis quelques mois, depuis le début, se réunit et dit c'est pas possible que ça continue comme ça. Et cette association, comme par hasard, elle s'appelle Amis Entends-tu. Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne? Voilà, il y a beaucoup de gens qui n'ont plus envie d'être enchaînés pour quelque raison que ce soit. C'était, vous savez bien, vous avez le chant des partisans, hein, écrit par Maurice Druillon et Joseph Kessel en 1943, en pleine occupation, effectivement. Et donc, Amis, entends-tu, nous avons avec deux des cofondatrice de cette association, Trinidad Garcia, qui est comédienne, autrice et metteuse en scène, disons-le. Metteuse ou metteur. Et puis Bérangère Dautin, évidemment, la célèbre comédienne, qui est directrice actuellement du Petit Hébertot. Studio Hébertot, pardon, exact. Et malheureusement, qui est évidemment fermé comme tous les autres théâtres en ce moment. Alors, dites-moi d'abord, comment vous est venue, comment s'est créée cette association Amis Entends-tu? Trinidad.
Eh ben, j'étais sur scène le 28 octobre à l'annonce du deuxième confinement. Je sortais de scène. On avait, voilà, c'est un spectacle d'humour joyeux, festif. On danse à la fin. Et puis, je suis sortie et on m'a fait l'annonce comme quoi on était à nouveau confinés, alors qu'on était déjà en couvre-feu, qu'on avait déjà décalé les horaires, etc., pour pouvoir continuer de jouer. On s'est regardé avec Bérangère. On était dans le hall de mon théâtre. On s'est tout dans les yeux on s'est tous pris cette décision dans les yeux des uns des autres. Et moi, directrice du studio, j'ai dit, on va le faire. On va résister. Alors comment vous résistez? Qu'est-ce que vous avez fait? Alors on a d'abord fait donc on est 6 ce soir-là, on était 4. Bérangère, la directrice du studio, son adjointe administratrice Stéphanie, Jean-Paul Bazin, mon producteur, et sont venus se joindre à nous Gaël Biodano aussi, comédienne engagée, et puis Paul Staïkou, qui est musicien roumain et qui disait depuis un petit moment bienvenue dans ma vie d'avant, puisqu'il a grandi sous Ceausescu. Voilà. Il y retourne à Ceausescu. Voilà, il y retourne. Et donc la première chose, donc on s'est dit on va créer un collectif pour redemander la réouverture, et on a fait une pétition qui a recueilli en quelques heures ou un week-end plus de 5000 signatures. C'est pour la réouverture immédiate, totale et définitive de tous les lieux de culture. Et juste un mot, vous mettez préambule de la Constitution de l'Organisation mondiale de la santé. La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Voilà, on en a fait notre devise, c'est la première phase du préambule. Voilà. Et donc, suite à cette pétition, on a commencé à s'organiser et à voir comment on pouvait faire. On s'est dit très vite que c'était important de s'associer avec d'autres collectifs pour voir combien nous étions de ce côté-là, puisque la France est coupée en deux à la verticale. Hein. Et donc... Voilà, on s'est mis en relation, on a commencé à se structurer, et on s'est rendu compte aussi très vite que c'était au-delà de la culture, que les lois liberticides tombaient un peu plus chaque jour, puisque je rappelle quand même que... Oui, mais restons sur le domaine de la culture, pas du tout pour vous censurer, au contraire, mais je voudrais savoir que actuellement le problème, je pose la question aussi à Bérangère Dautin, les lieux sont fermés. Oui. Donc, qu'est-ce que vous faites en attendant pour mobiliser? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on a vu qu'il y avait une occupation à l'Odéon, notamment. Voilà. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Eh ben, ce qui se passe, c'est qu'on a appelé, on s'est joint à ceux qui appelaient à la manifestation du 4 mars dernier, donc à l'appel de la CGT et d'autres organismes. Donc, on s'est associés, et une partie du cortège est partie occuper le théâtre de l'Odéon. Donc, c'est-à-dire sur l'initiative de la Fédération Spectacle CGT. Et on a été 2 membres à participer. Voilà, moi j'ai passé 2 nuits, l'autre 3 nuits à l'Odéon, et ça a insufflé donc pour que d'autres théâtres soient mobilisés. De notre côté, on fait aussi une opération tous les dimanches matins pour recréer du lien social, parce qu'on s'est associé avec le collectif des médecins qui s'appelle Sport sur ordonnance. Donc on est place de la République tous les dimanches matins. De là, avec cette chanson qu'on vient d'écouter, Danser encore, où HK est venu chanter déjà 2 fois, qui est l'auteur de cette chanson. D'autres adhérents donc ont des idées de flash mob, voilà. D'accord. Bérangère Dautin, la comédienne que vous êtes aussi, je l'interroge. Vous, qu'est-ce que ça vous a fait quand on a arrêté tout ça, que du jour au lendemain, d'ailleurs, ça avait commencé au premier confinement. Hein, d'ailleurs, nous allons le fêter, enfin, si on veut, entre guillemets. Oui, dans le 17 mars. 17, c'est bien dans ma tête. Voilà. Et ben, pour moi, ça m'a fait une douleur immense, parce que ce studio, j'en suis directrice par amour, pas que du théâtre, par amour des gens qui travaillent avec moi. Et puis les spectateurs qui viennent. Hein. Absolument, et il y a toujours des spectateurs qui nous disent quand est-ce que vous rouvrez. Et là, moi, je suis responsable des gens qui travaillent avec moi dans le studio. Donc pour moi, c'est une révolte, je suis responsable de leur bien-être, de les payer déjà aussi, et de leur bien-être, et comment je fais pour qu'ils restent vivants en eux-mêmes, qu'ils aient quand même envie de continuer. Et moi, pour moi, c'est une révolte incroyable, la fermeture de mon théâtre, parce que je suis responsable. Moi, oui, bien sûr, Bérangère, je suis atteinte en tant que comédienne, en tant que directrice, mais je suis atteinte en moi et pour les autres. Bien sûr. Parce que moi, directrice, je suis responsable d'autres êtres humains. Non, mais aussi, au-delà de ça, il y a aussi la responsabilité, enfin, c'est pas la vôtre spéciale, la responsabilité collective, vis-à-vis de tous les gens comme moi, comme les auditeurs de Sud Radio, comme tous les gens qui ont envie d'aller au théâtre, au spectacle. Mais bien sûr. Alors,
aujourd'hui, est-ce qu'il y a d'autres, alors Trinidad et Bérangère, je vous pose la question, est-ce qu'il y a d'autres théâtres occupés en France? Est-ce qu'il y a un mouvement? Est-ce que ce mouvement est resté parisien ou il s'est étendu? Il s'est étendu. On est à 13 théâtres aujourd'hui. À Paris, il y a l'Odéon et la Colline. Il y a Saint-Étienne, Pau, Châteauroux, Nantes, Niort, Toulouse, Besançon, Strasbourg, Lille, Brest et Limoges. D'accord. Voilà. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils font? Ils occupent des théâtres, ils font des mouvements aussi, même chose. Enfin, alors, occupation des théâtres. À l'Odéon, il y a l'occupation du théâtre, donc à l'intérieur et à l'extérieur, tous les jours à 14h. Tout le monde peut venir. Il y a ce qu'ils appellent un agora, où tout le monde se retrouve, où il y a des prises de parole, où il y a voilà. D'accord, discuter de ça, etc. Et voilà. Et c'est vrai aussi dans les villes que vous venez de citer, d'après ce que vous savez? Alors ça, par contre, j'ai pas d'informations sur les autres villes, juste que les théâtres sont occupés. Alors, Bérangère Dautin, qu'est-ce que vous attendez, vous, du gouvernement, qu'il réouvre, parce que c'est ce que vous dites dans la pétition, réouverture totale, immédiate et définitive. Mais ils ont beau jeu de vous dire aussi, attendez, vous êtes bien gentil, nous aussi on a envie de ça, mais vous avez vu, la réanimation, les hôpitaux sont pleins, le risque sanitaire, risque de défense sanitaire, qu'est-ce que vous répondez à ça? Moi je réponds. Oui. Que depuis que nous avons eu l'autorisation de rouvrir, c'est-à-dire nous avons rouvert le 18 septembre, toutes les conditions dans mon théâtre sont respectées depuis l'entrée. Il y a deux files différentes pour l'entrée, pour la sortie. Il y a du gel à l'arrivée. Il y a des séparations entre les personnes dans la salle. Il y a port du masque. Il y a toutes les conditions sont respectées dans mon théâtre. Nous n'avons jamais eu aucun problème. Donc moi, à l'intérieur de mon théâtre, à partir du moment où les gens arrivent à ma porte, je veux dire, tout est absolument respecté. Il y a aucun problème sanitaire chez moi. Alors comment vous expliquez, et je crois que c'est valable pour tous les théâtres, enfin je pense qu'ils ont tous pris leurs précautions, mais Trinidad, comment vous expliquez qu'il y a encore cette chose qui dit, alors que effectivement dans certains endroits on voit très bien comment les gens sont regroupés, je ne vais pas parler des gares, des trains, des métros et compagnie, comment vous expliquez du point de vue des autorités que théâtre, tout ça, cinéma, pas question? On ne peut pas l'expliquer puisque c'est incompréhensible et que de toute façon, ils bottent toujours en touche. Là encore, les dernières déclarations, c'est des dates. Oui, on va ouvrir, mais il n'y a aucune date de précise. Moi, ce que j'ai envie d'ajouter par rapport à ce que dit Bérangère, c'est que, je suis désolée, nous sommes, même si depuis 1 an, on nous traite comme si on avait 3 ans, nous sommes des adultes responsables, autonomes. Donc, quand on décide d'aller au théâtre, on le fait en toute conscience. Donc, c'est aussi, nous, ce qu'on veut éviter quand on dit sans condition, c'est qu'on ne veut pas de passeport sanitaire, on ne veut pas de test obligatoire, on ne veut pas de vaccin. Enfin, je pense on devrait être dans un pays où on peut encore choisir comment... Oui, choisir de se faire vacciner ou pas. Exactement. Et c'est ça qu'on sent arriver comme un rouleau compresseur, et c'est contre ça qu'on a envie de lutter. On ne puisse plus aller au théâtre sans passeport sanitaire, sans preuve, sans étiquette, quoi. C'est quand même ce qui nous guette très fortement. D'accord. Et vous continuez... Alors, dernière question, juste, vous comptez continuer comme ça jusqu'à la réouverture? Ah oui. Complètement. Bien sûr. Vous n'allez pas arrêter, vous allez... On vient juste de démarrer. Oui. Écoutez, on va vous suivre. Merci en tout cas, merci Bérangère Dautin, merci Trinidad Garcia. Je rappelle effectivement, alors pour vous joindre, c'est quoi? C'est www.amientendu.fr. Voilà. www.amientendu.fr, c'est le chant des partisans et je suis content que le chant des artisans rejoint le chant des partisans. Résistance. C'est moi qui l'ai voulu, ce titre. Voilà. Et vous l'avez entendu, vous pouvez la rejoindre justement, cette résistance, par exemple à Paris, tous les dimanches matin, place de la République, mais c'est un peu partout en France, donc allez vous renseigner sur Amis Entendus, des rendez-vous dansants, des scénettes, des flash mobs. Allez, tout le monde, on se met à danser ensemble. Alors, est-ce que faire le djihad en Syrie et en Irak avec l'État islamique, avec Daesh, est-ce que c'est un peu comme faire Koh-Lanta ou aller fumer un peu de hashish aux Indes? Eh bien, pour certaines femmes de djihadistes, eh bien, écoutez, c'est un peu la même chose. Comment? On en parle. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour.
Oui, vous avez reconnu évidemment la musique de Koh-Lanta, bien sûr, Koh-Lanta, l'île, etc., les performances et tout ça. Eh bien, écoutez, une dizaine de femmes qui avaient rejoint l'État islamique en Syrie ont débuté fin février une grève de la faim afin de réclamer leur retour en France. Alors, une délégation de parlementaires s'est rendue au Kurdistan irakien où elles sont détenues pour rencontrer ces djihadistes et visiter leur camp, un voyage organisé par les avocats d'une dizaine d'entre elles. La rencontre n'a pas été possible, mais enfin, pression ce gouvernement pour faire revenir ces femmes, effectivement, en France. Les conditions de détention extrêmement rustiques que subissent depuis 3 ans les quelques 120 Françaises et leurs 300 enfants dans les camps dans les camps du Kurdistan iranien. Les hivers sont rudes, les étés sont chauds. Et voilà. Alors, mais qu'est-ce qu'elles disent exactement? Parce qu'il y avait des journalistes qui les a interviewées. Écoutez ce que disait une femme, donc une djihadiste. Écoutez. Excusez-moi, il y a des gens qui ont voulu aller vivre une aventure, je sais pas moi, en Inde. Ils sont revenus, non? Après leur aventure, elle était bien, elle était pas bien, ils sont revenus. Et nous, on est venus ici, on a vu des trucs bien, des trucs pas bien. Voilà. On a fait une aventure, c'était pas top, on veut revenir, c'est tout. Ben oui, c'est une aventure. Les décapitations, les yazidis transformés en esclaves sexuels, les massacres, tout ça, c'était une aventure. Ben oui, c'est comme en Inde. Quand on allait voir le Maharishi Mahesh Yogi, c'est exactement la même chose. Pratiquement, ben oui, il y a des trucs bien et des trucs pas bien. Alors les trucs bien, c'était quoi? C'était effectivement les coups de fouet aux femmes, c'était effectivement les lapidations, c'était effectivement les massacres quotidiens livrés par les gens de Daesh. Oui, voilà, écoutez, tout le monde fait des voyages, on a fait un voyage, eh ben écoutez, c'était pas top, mais maintenant on veut rentrer, voilà, reprofiter. Pas mal, hein, pas mal. Je veux dire, c'est intéressant parce que l'excursion vers Daesh, considérée comme l'excursion vers Koh-Lanta, il fallait le faire. Elles l'ont fait. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et aujourd'hui, André Berkoff est en face-à-face avec Jean-Gabriel Fredet, qui est journaliste et qui parle lui aussi d'un autre truc pas top, comme dirait la femme qu'on vient d'entendre. Ancien correspondant aux États-Unis pour le Nouvel Observateur, il a continué d'écrire sur l'Amérique, notamment dans les colonnes du Challenge, et il présente son livre L'île de tous les vices chez Albin Michel. Et je voudrais dire que Jean-Gabriel Fredet n'est pas un journaliste comme un autre, parce que, imaginez-vous, il enquête. Et oui, ça se fait un peu de moins en moins, hein, les enquêtes, de prendre le temps d'enquêter. Alors c'est pour ça qu'on préfère maintenant les livres, parce que dans les livres on a le temps. Et il a écrit, je dois le dire, un livre passionnant. Ça se lit plus qu'un thriller, sauf que tout est vrai. C'est L'île de tous les vices et c'est l'histoire, la saga incroyable de Jeffrey Epstein. Vous savez, considéré et connu comme un pédophile notoire. Mais justement, ce que raconte le livre de Jean-Gabriel Fredet, c'est qu'il décrit cette Amérique incroyable du sexe, du fric, de la corruption, parce que Epstein, et alors Jean-Gabriel, vous allez me raconter, parce que c'est totalement étonnant, on connaît Epstein, l'obsédé sexuel, on connaît Epstein avec toutes ces villas, New York, Paris, son ranch Zorro, son île, sa fameuse île où il a emmené ses victimes, et puis un certain nombre de bons petits copains. Et parlons des bons copains, c'était la crème des scientifiques, des financiers, en tout cas, il y en avait beaucoup. Comment expliquer cette résistible ascension? Résistible ascension, comment l'expliquer? Je crois que c'est très difficile, ça reste une énigme. Vous avez eu la gentillesse de dire que j'avais enquêté là-dessus. Je suis passé effectivement comme correspondant aux États-Unis 4 ans. J'y revenais très très régulièrement. Et si vous voulez, pour résumer un petit peu, moi j'ai énormément aimé l'Amérique. Je crois qu'on l'a peut-être un peu trop fantasmé. C'est-à-dire qu'on a oublié, et ça rend compte un petit peu de l'itinéraire, de la trajectoire de Jeffrey Epstein, on a oublié un système juridique absolument invraisemblable. Ouais, on en parlait. On a oublié un mécénat qui est toujours à l'affût d'un retour sur investissement. On a oublié une société extraordinairement stratifiée où l'argent est la mesure de toute chose. Chez nous aussi, mais
à ce point-là, c'est difficile on a parfois du mal à l'imaginer. Je pensais, par exemple, au système juridique. Pendant 20 ans, pendant presque 30 ans, ce petit gars de Brooklyn, qui était très doué pour les chiffres et pour la finance, il est passé entre les mailles du filet. Pas vu, pas pris. En 2008, il y a un certain nombre de recours qui sont introduits contre lui. Beaucoup de victimes, des femmes, des filles. Enfin, alors, des femmes, alors, arrêt sur image, sur des gamines qui ont 14, 15, 16 ans, qui viennent de milieux, je ne veux pas faire pleurer Margot, mais vraiment de milieux défavorisés, qui viennent de West Palm Beach et non pas de Palm Beach, de West Miami, de familles très... à qui on promet $200 pour venir faire des massages, $200 et $100 de plus si, pour un massage, qui est le nom de code pour un rapport sexuel, si elles reviennent la fois suivante avec une amie. Bref, en 2007-2008, il y a ce procès. Combien de victimes ont déjà porté plainte? Il y a déjà une trentaine de victimes. C'est ça. Bon. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors qu'est-ce qui se passe, si vous voulez, et c'est ça qui m'a intéressé. C'est la première chose qui m'a intéressé. Il devrait terminer sa vie dans une geôle parce que l'agression sexuelle, le trafic sexuel sur mineurs, sur mineurs, une partie mineure, une partie ne l'est pas, devrait le conduire à finir ses jours en prison. Et ben pas du tout. Ce qui se passe, c'est que ses avocats, il a de très très bons avocats, sont amis comme cul et chemise, passez-moi l'expression, avec le procureur fédéral qui est Alexander Acosta, qui deviendra plus tard le ministre de la Justice de Donald Trump. Et dans le dos des victimes, sans qu'ils le sachent, on conclut ce qu'on appelle un plea deal, c'est-à-dire un arrangement, une transaction qui indemnise entre guillemets, qui donne de l'argent aux victimes pour qu'elles se taisent. Pour éteindre l'action. Les victimes ne sont pas au courant de cet arrangement, elles ne sont pas au courant d'une requalification du crime de délit en délit, elles ne savent pas qu'aucune publicité ne sera donnée à ce rendu, à ce verdict, et elles ne savent pas que ça exonère pour l'avenir, non seulement Jeffrey Epstein, ou Epstein, ça dépend, prononciation allemande ou américaine, et ses complices. Donc, avec une clause de confidentialité, pas vu, pas pris. Il peut recommencer. Et c'est une opacité totale, aucune transparence. Tout à fait. C'est extraordinaire, parce que ça, vous racontez très bien dans ce livre. C'est vrai que ce passage où Epstein, pendant des années et des années, a trafiqué, etc. Et voilà, et le plea bargain passe, et puis le procureur dit, j'en sais rien. D'ailleurs, il devra quitter le gouvernement Trump après, mais ça, c'est une autre histoire. Mais je voudrais aussi parler de quelque chose qui m'a tout à fait passionné dans votre livre, Jean-Gabriel Frédé. C'est quand même, alors, comment il a réussi à séduire des milliardaires comme Wexler, Victoria's Secret, enfin, des gens qui lui ont confié la gestion de leur magot, et c'est pas un petit magot, c'est des milliards de dollars, et aussi l'agence scientifique, un certain nombre de Massachusetts. Comment ça, ce petit mec est arrivé à devenir un des incontournables d'une élite américaine, quand même? Alors, ce que disent... Il y a deux explications. Une qui est très prosaïque, qui consiste à dire que ce garçon qui est très doué pour les chiffres a aussi la faculté de séduire, d'envoûter et un petit peu de lire comme au poker dans le jeu de son adversaire. Donc avec les milieux d'affaires, avec notamment Leslie Wexner qui est le patron de Victoria's Secret, notamment de Victoria's Secret, avec on l'oublie, avec Léon Black qui est un financier qui gère des dizaines, pour ne pas dire des centaines de milliards de dollars, il sait les convaincre qu'il a la peau de perlimpinpin, le secret pour rendre ses affaires plus florissantes, etc. Plus florissantes. C'est-à-dire qu'il a vraiment réussi. Tout à fait. C'est pas les perdreaux de l'année, ceux-là. Tout à fait. Alors, à les rendre plus florissantes, quelquefois à la marge, à la limite de la loi. N'oubliez pas, vous le rappeliez, qu'il a une île dans la Caraïbe, dans une zone franche, où il a domicilié ses affaires, ce qui permet de faire du blanchiment d'argent, ce qui permet de faire de la défiscalisation, ce qui permet de faire des fonds offshore vers laquelle on oriente. Donc voilà, il est suffisamment malin avec ses milieux d'affaires pour
convaincre, pendant 4 ans, il est en pourparlers avec Bill Gates, le patron de Microsoft, qui a besoin d'argent pour l'aider à lancer sa fondation vers l'Afrique pour les gens qui sont atteints de sida. Il se pique, et c'est vrai, de bien connaître l'ancien patron de JP Morgan, qui est une banque d'affaires. On découvre plus tard qu'il aura un pourcentage sur les sommes qu'il arrivera à dériver vers cette fondation. Mais pendant 4 ans, avant que Bill Gates se dise c'est un drôle de numéro, il n'est pas question que je fasse affaire avec lui, pendant 4 ans, Epstein pourra se prévaloir de son amitié avec Bill Gates, qui va légitimer un petit peu... Alors, est-ce qu'il a utilisé... Alors, soyons clairs, est-ce qu'il a utilisé son métier de prédateur sexuel pour amener... Est-ce qu'il a en profité? Parce vous racontez qu'il y avait des caméras dans toutes les chambres, un peu partout dans les villas. Est-ce qu'il a profité pour faire aussi du chantage, sans peut-être leur dire, bien sûr? Alors, je crois que... c'est un euphémisme, sans leur dire, évidemment. Bien sûr. Ce qui semble avéré... c'est que, aussi bien dans son hôtel particulier de 4000 mètres carrés dans Upstate New York, dans sa villa dans la Caraïbe, dans le fameux Zorro Ranch de Santa Fe, et naturellement à Palm Beach, chaque pièce est équipée d'une caméra et d'une caméra de surveillance. Bon, mais quand le FBI fera une descente, par exemple, dans l'Upstate New York, dans ces quartiers très chics, on va découvrir en sous-sol, un petit peu comme ici, il y a une salle de contrôle, si vous voulez, avec des écrans, et on peut imaginer, et c'est un euphémisme aussi, que tous ces braves gens qui partagent la même passion pour les jeunes femmes très jeunes, bien sont enregistrés, filmés, etc. Donc, dans les 5 ou 6 facteurs d'explication de sa richesse colossale, il meurt avec un 650 millions de dollars sur son compte en banque, sans parler de ses propriétés dont vous avez énuméré le nom. On peut imaginer que, indépendamment de son rôle de conseiller fiscal, de ses opérations financières à la limite de la légalité, il n'est pas exclu, euphémisme, qu'il se soit servi de ces documents pour blackmail, chantage. On en parle tout de suite après ceci. André Berkoff est dans tous ses états et toujours avec son invité Jean-Gabriel Frédé, qui est journaliste et qui continue ses révélations sur Jeffrey Epstein, ses complices et ses réseaux à travers son livre L'île de tous les vices chez Albin Michel. Jean-Gabriel Frédé, il y a aussi quelque chose de très intéressant, on a commencé à en parler. On l'a dit, il a pénétré les milieux d'affaires, il a su quand même séduire, il faut le faire quand même, parce que c'est pas encore une fois, c'est pas des petits amateurs, les Wexler, les Léon Black, les milliardaires, etc., qui gèrent des fortunes encore plus importantes. Il a pénétré les milieux scientifiques, Gates, mais enfin beaucoup d'autres. Les milieux avocats avec Alain Dershowitz, l'un des avocats les plus célèbres des États-Unis. Mais aussi, alors ça m'a frappé dans votre Harvard. L'université la plus prestigieuse des États-Unis. Il avait son bureau à Harvard. Vous avez raison, c'est une des choses qui m'a le plus choqué. Harvard, c'est la crème de la crème. C'est la quintessence des grandes universités américaines de l'Ivy League. Et le scandale est le suivant, c'est que Epstein était un drop-out, c'est-à-dire qu'il avait interrompu ses études dès la première année d'université. Il n'avait aucun diplôme et il avait, en revanche, un magnifique bureau à Harvard avec une ligne dédiée où il recevait le banc et l'arrière-banc de la communauté scientifique. Alors, pourquoi est-ce qu'il les a séduits? D'abord parce qu'il avait un avion, il les transportait, il participait à des symposiums. Et puis, ce petit monde de la recherche, de l'innovation qui est dans les sciences cognitives, dans la chimie, dans la psychologie, etc. Ils ont besoin d'argent. Donc il fait le philanthrope. Voilà, il fait le philanthrope, il se targue d'être le mécène de la science et il les séduit avec... Alors les moins naïfs s'aperçoivent que derrière le vernis, il n'y a rien du tout. Certains
trop peu s'étonnent de le voir arriver toujours. Il est venu un nombre de fois incalculable après sa première condamnation. Oui. Il est venu un nombre incalculable de fois à Boston. Il s'étonne de le voir arriver avec des jeunes femmes ou des jeunes filles, enfin des jeunes femmes qui ont la moitié de son âge, mais personne ne va plus loin. Et ce qui va, ça va être le go-between, ça va être Larry Summers. Larry Summers, c'est l'ancien ministre des Finances de Bush. Ça va devenir ensuite le patron des conseillers économiques de Barack Obama. Et entre les deux, Larry Summers, il est digne, il est doyen de l'université d'Harvard. Oui, c'était un des grands doyens. Il le séduit. Il séduit alors, intellectuellement sa femme, qui fait de la poésie, il lui prête un peu d'argent. Et Larry Summers, non seulement va lui accepter de lui donner ce bureau, mais va aussi en faire un membre du Foreign Council, ce qu'on appelle une espèce de fondation qui conseille les grands de ce monde et qui prétend avoir sur l'évolution des places tectoniques géopolitiques. Donc il faisait partie de ce conseil. Alors, on ne peut pas dire qu'il brillait par sa présence, mais ça lui donne une légitimité, c'est une caution, c'est une sorte de, si vous voulez, un effet cumulatif qui va lui donner une stature. Il a une stature financière, il va avoir une stature d'intellectuel, de mécène, et aux États-Unis, l'argent vous ouvre les portes, le mécénat, ou la philanthropie, qui est quelquefois le faux-nez d'un certain nombre de déductions fiscales, va lui permettre de pénétrer cette bonne société, celle du vieil argent, où il a, dans un premier temps, il est né à Brooklyn, de parents qui étaient de petits-fils d'émigrés, il va lui permettre d'acquérir cette respectabilité qui cherche tant. Et ce qui est extraordinaire dans cette histoire, justement, mais pendant tout ce temps-là, le mécénat Harvard et compagnie, il continue à organiser des orgies, des rencontres. Si vous voulez, il y a deux périodes dans ces 30 années d'impunité. Il y a d'abord, jusqu'à 2008, jusqu'à sa condamnation un peu formelle en 2008, il est très intéressé par des jeunes filles des jeunes filles prépubères, voilà, etc. Ensuite, il essaye d'être... Il est plus prudent, si vous voulez, mais il cherchera toujours, c'est un trait, dans ses victimes, dans le réseau qui va se constituer, des gens qui sont fragiles. Ce sont des filles qui cherchent à... Donc il a continué quand même. Tout à fait. Alors, ils cherchent tout à fait. Elles sont un petit peu plus âgées, elles ont 17, 18 ans, 19 ans. Il les fait venir, grâce à ces relais en Europe, il les fait venir, elles sont à la recherche, elles veulent faire du mannequinat, elles veulent, comme il est copain avec Sner, elles veulent faire partie de ce fameux catalogue de Victoria's Secret. Généralement, il leur paye leur avion, il se débrouille pour leur donner un visa, mais il les tient, si vous voulez. Il y a toujours ce rapport de domination qui fait de ces jeunes filles, jeunes femmes, des victimes. C'est sûr. Et après, donc, ça a continué des années, jusqu'à, effectivement, le relancement du procès, vous le racontez par la journaliste de Miami Herald. Tout à fait. Qui y va et qui révèle tout. Et on arrive quand même, bon, là, il est incriminé. Là, effectivement, il y a un nouveau jugement. Là, j'avance un peu parce que j'ai des questions à vous poser. Le procureur, le juge Berman à New York dit pas question. Il propose une caution de $100 millions pour qu'il sorte. Hors de question, il restera sous les verrous. Et entre le 10 juillet, date à laquelle il est arrêté, il revient de Paris. 2019, ça. 2019, absolument. C'est ça. Et août 2019, un mois et demi, à peu près un mois, il y aura cette énigme. Est-ce qu'il a été assassiné? C'est ce que pensent 40% des Américains. Est-ce qu'il s'est suicidé ou... Alors, et vous, Jean-Gabriel Frédé, vous pensez quoi vraiment au terme, parce que vous avez fait une enquête de fond, bon, sans avoir, vous doutez, et vous avez raison de douter, tant qu'il n'y a pas de preuve absolue, mais vous, votre intime conviction. Mon intime conviction, c'est que l'assassinat par procuration, ça se fait. Il ne faut pas non plus être naïf. On est dans une des prisons soi-disant les mêmes gardées, mais en fait, l'enquête révélera que rien ne marchait. Moi, ce que je pense, si vous voulez, c'est qu'il s'est malgré tout suicidé. Il a une existence
extraordinaire. Il a son propre cuisinier, il dort dans il prend 6 douches par jour, il dort dans une espèce de caisson à 12 degrés, et brusquement, il se retrouve dans un cul de basse-fosse avec des rats, avec des cafards, avec des flaques d'urine, dans un établissement qui est présenté comme le Guantanamo des prisons, mais qui en fait qui est sous-staffé. Il est prévu il y a 2 fois moins de gardiens qu'il n'est prévu. Dans la nuit où il arrive à voir ces fameuses... Ils n'étaient pas là pendant 3 heures, ils dormaient, les caméras ne fonctionnaient pas. Les caméras ne fonctionnaient pas. Ouais. Mais je crois, si vous voulez, au traumatisme. Il a 66 ans. Cette fois-ci, il sait que la justice, le FBI, etc., la justice fédérale ne le rattrape pas. Il risque au minimum, les peines sont cumulatives aux États-Unis. Il risque au minimum 50 ou 60 ans. Sa vie est finie. Sa vie est finie, et il n'est pas exclu que, passant de la lumière à l'ombre, il décide. Il décide c'est moins romantique, mais mais tout est possible, et c'est vrai. Non, cette histoire est extraordinaire parce que justement on parlait au bûcher des vanités de Tom Wolfe, on pensait à American Psycho pour la face sombre, le côté sombre de la force. Mais ce qui est vraiment passionnant dans ce livre, encore une fois que je recommande, c'est que on voit, c'est la fameuse phrase de Cocteau, que Jeffrey Epstein, c'est un miroir qui réfléchit l'Amérique. En tout cas, une certaine Amérique. On pourrait dire aussi, puisque vous êtes un fin lettré, rappelez-vous de Dostoïevski, Crime et Châtiment, là c'est crime sans châtiment. Sans châtiment, absolument. Enfin, ou alors il s'est donné son propre châtiment. Oui, mais il a échappé à la justice des hommes. Exactement. Lui qui se croyait au-dessus des lois. Non, c'est une histoire extraordinaire. D'ailleurs, je pense que je suis déjà sûr qu'au Hollywood, d'ailleurs, ils pensent à un film. Ça me paraît assez... Et en tout cas, encore une fois, vraiment, plongez-vous dans ce livre, parce que, voilà, c'est ces destins hors normes qui font effectivement les bonnes enquêtes et les bons ouvrages. Merci. Voilà, je le cite de nouveau, ce bon ouvrage, L'île de tous les vices, chez Albin Michel. Vous saurez tout sur Jeffrey Epstein, ses complices et ses réseaux.